Et à 9h30, début du débat sur Direct Gestion. Tous les matins, 9h30 à 10h, on décrypte cet environnement macroéconomique. Que faire en termes d'allocation sur les portefeuilles? Pour en discuter ce matin, deux spécialistes. Malik Hadouk, le directeur de gestion diversifiée chez CPRAM. Bonjour Malik. Bonjour. Et Joseph Alfonsi, le directeur général de LGA Investissement Associé. Bonjour Joseph. Bonjour Fabrice. Messieurs, l'édito ce matin, on a titré sur la banque centrale, ou plutôt les banques centrales qui ont des politiques pratiquement opposées. Il faut dire qu'on n'est pas dans les mêmes cycles. Janet Yellen, avant-hier, a déclaré qu'elle était favorable, elle était toute proche désormais d'appuyer sur le bouton rouge, celui de la première remontée des taux de la Fed en pratiquement 9 ans. Malik Hadouk, est-ce que vous pensez que ça va se faire? Dans vos scénarios de début 2015, je me souviens, vous pronostiquiez déjà une remontée dès juin. Oui, tout à fait. On pronostiquait dès juin. On pensait qu'elle allait le faire aussi en juillet, pas en octobre. Bon, il y a eu une mauvaise communication à notre avis de la Fed. Elle aurait dû le faire. C'est ce qui a en juin, c'est ce qui a entraîné un peu de nervosité sur les marchés. Donc là, oui, le mois de décembre, il n'y a plus aucune hésitation à avoir. En tout cas, on n'en a plus. On pense qu'elle va... En tout cas, pour 2015, c'est sa dernière chance. Voilà, elle va normaliser, à moins que les chiffres, c'est vrai, elle l'a indiqué, les chiffres du chômage du mois de novembre et décembre soient pas bons. Et justement, ces chiffres du chômage, on les a très prochainement, puisque le premier vendredi du mois, ça approche. On les a demain. Est-ce que vous avez des fuites, des infos, des prévisions? On n'a pas su des infos. Autour de 180 000 et 200 000, ça serait un bon chiffre. Ouais. En dessous, les investisseurs pourraient s'inquiéter du ralentissement du marché de l'emploi. Oui, on explique en deux mots, c'est-à-dire que si vraiment le chiffre est très très mauvais, ça veut dire que l'économie ne va pas si bien que ça, donc nouvelle hésitation peut-être de la Fed. Au contraire, si le chiffre est bon, là c'est feu vert pour cette augmentation. Pour une normalisation en décembre. Joseph Alfonsi, même question sur cette Fed. C'est vrai, on a l'impression que les marchés sont complètement suspendus maintenant à ce qui se passe, aux décisions des banquiers centraux. Ça en devient même un petit peu perturbant pour la gestion traditionnelle. Alors je vous vois faire une moue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez là le marché, il suit les banquiers centraux, on peut faire sans les banquiers centraux? Bon, on peut faire sans doute non, puisqu'on voit bien que les banquiers centraux donnent le là. Ils sont, comme je titrais dans un communiqué, les banques centrales sont à la baguette. Mais c'est trop, c'est beaucoup trop, puisque aujourd'hui, ce qui importe vraiment les marchés, ce qui devrait importer les marchés, ce sont les fondamentaux économiques, macro et microéconomiques. On sait que les banques centrales influent considérablement sur ces fondamentaux, par les actions qu'elles-mêmes et des actions d'envergure, s'agissant de la BCE notamment. Je crois qu'après, il faut arrêter de se poser des questions. On sait que la Banque centrale américaine est en retard dans le cycle. Elle aurait dû remonter ses taux depuis longtemps, donc elle va utiliser la première occasion, me semble-t-il, pour le faire. Elle prépare les marchés à cela et ça serait une très bonne chose pour qu'on puisse enfin passer à autre chose. Mais je pense que la clé du problème pour les marchés d'une manière générale et les marchés d'actions en particulier, aujourd'hui, ce sont vraiment les fondamentaux. Savoir si les fondamentaux, s'il y a une pérennité, si ça va perdurer ou si au contraire on peut craindre un retournement ou un ralentissement aux États-Unis. Voilà, je pense que ce sont les éléments à suivre. Et là justement aux États-Unis, il y a plusieurs chapelles, on va dire. Ceux qui pensent qu'après ce rebond économique, finalement, les États-Unis sont déjà pratiquement en haut de cycle et donc on pourrait caler dès 2016. Certains pronostiquent même une récession aux États-Unis. D'autres disent que ça peut continuer, que justement, lentement mais sûrement, l'économie américaine s'améliore. Votre point de vue, Malik Hadouk? Parler de récession aux États-Unis dès maintenant, c'est, je pense, un peu trop tôt. Les chiffres qu'on a montrent quand même un marché d'immobilier qui est soutenu, un marché de l'emploi dynamique, une consommation domestique qui tient. Il y a un seul facteur, c'est vrai, qui est un peu inquiétant, c'est que l'investissement n'est pas reparti aux États-Unis. Ça, c'est vrai que c'est inquiétant et ça pourrait limiter le potentiel de croissance. De toute façon, on sait que le potentiel de croissance est limité aujourd'hui par aussi les contraintes démographiques, le vieillissement de la population, le manque d'investissement. Donc, le potentiel de croissance des États-Unis, il n'est plus à 3, 3,5, il est en dessous. Il est à 2, 2,5. Même en Europe aussi, c'est le même cas. Conséquence pour les marchés d'actions, ça veut dire qu'aujourd'hui on est là aussi en haut de cycle, on voit que pas d'investissement, ça veut dire non plus pas une grande confiance, beaucoup de rachats de titres, une hausse parfois un peu on va dire artificielle. C'est la véritable inquiétude, c'est que les entreprises se sont bornées à plutôt racheter leurs actions qu'investir, donc c'est, comme vous le mentionnez, il y a peut-être
un manque d'optimisme sur l'avenir, même si on décèle depuis quelques trimestres une petite amélioration du côté de l'investissement. Mais le marché américain, c'est une surprise encore cette année, parce que c'est le marché dans la baisse qui a bien tenu et qui est remonté beaucoup plus rapidement, puisqu'il est repassé au-dessus de son niveau d'avant le 14 août, alors que les résultats d'entreprise sont comme attendu, mitigés. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamique qui est un peu meilleure qu'en euros, compte tenu de ce qu'on attendait. Dans la zone euro, les résultats d'entreprise ont été moins bien perçus par les investisseurs. Donc nous, on considère que le marché américain est à son prix, qu'il est très bien valorisé, donc ce n'est pas la zone qu'on privilégie aujourd'hui. Et du côté de LG Investissement Associé, quelle est la zone privilégiée? Ces US qui ont fortement rebondi? Évidemment l'Europe par rapport à tout un tas de raisons. En premier lieu, la Banque Centrale Européenne, mais également les résultats. On parlait des résultats. Aux États-Unis, au vu des résultats, et la saison se termine, les prévisions des analystes font état d'une croissance zéro des bénéfices sur l'année en cours. En Europe, on est plutôt sur des progressions à 2 chiffres. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, les perspectives et le momentum du marché américain au regard des résultats est amoindri, évidemment. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'on a un cycle d'expansion qui dure depuis 2009 et on a eu une progression des résultats depuis 2009 particulièrement spectaculaire. Donc il est tout à fait logique que les marchés d'actions américains se soient appréciés, puisqu'ils se sont appréciés au regard de la progression des résultats qui a été franchement fantastique. Aujourd'hui, quand on voit la courbe de progression des résultats, on sait que sans doute on a atteint un point haut. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a une bulle et qu'il faut partir des marchés américains. Nous, on s'inscrit un peu en faux contre cette thèse. On a entendu récemment sur la place un certain nombre de structures de gestion qui parlaient de bulles. On ne partage pas du tout cet avis. Il n'y a pas de bulle sur les marchés d'actions parce que, encore une fois, les marchés d'actions se sont appréciés au regard des fondamentaux microéconomiques qui ont fortement progressé ces dernières années. À la différence des années 95-2000 où là il y avait une bulle parce qu'on avait des marchés qui avaient explosé à la hausse sur la fameuse bulle technologique alors que les résultats étaient en stagnation voire en régression. Dans ce match des banques centrales, on a vu un politique finalement opposé. On va avoir les banquiers centraux qui vont tous deux parler en décembre. Mario Draghi peut-être pour renforcer les mesures d'assouplissement monétaire. Janet Yellen peut-être pour enfin amorcer cette hausse des taux. Il y a, je disais, une victime ou du moins un effet collatéral, c'est évidemment la parité euro-dollar. On a vu que cet euro-dollar, il avait fortement chuté en début d'année dans cette anticipation. Finalement, ça ne s'est pas produit. On navigue aujourd'hui entre 1,05 et 1,15. Est-ce que ce n'est pas le véritable enjeu pour les banques centrales, ce niveau de l'euro-dollar? Si, absolument. Le niveau de l'euro-dollar, c'est un enjeu important déjà pour l'allocation d'actifs en ce qui nous concerne en tant que gérant. Mais il y a une certitude, c'est que, pour parler des banques centrales, c'est que Draghi va tout faire pour reflater l'économie européenne. Alors reflater, expliquez-nous. C'est-à-dire qu'il est conscient que l'inflation ne repart pas, et il fera tout pour reflater l'économie, pour que les anticipations d'inflation remontent assez fortement. Et le danger, monsieur parlait tout à l'heure de bulle, c'est que c'est que les actifs montent fortement parce que les banques centrales sont présentes et que la bulle éclate. Et ça, c'est le travail des banques centrales, justement, d'arriver à jongler avec ça. Parce que Draghi est clair, il sera là, la BCE sera présente. Je pense que la BCE a regardé l'appréciation du taux de change réel de l'euro au cours des derniers mois. C'est ça qui a amené sa déclaration. Donc il est prêt à soutenir la reflation de l'économie et ancrer les anticipations de l'inflation. Ça veut dire que pour la BCE, le niveau de l'euro-dollar là est trop élevé encore? Non, il était trop élevé. On a eu les corrections parce qu'à un moment où il parle, on était à 1,13, 1,14 encore. Donc, et puis les chiffres américains sont venus un peu éclaircir l'horizon. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi la stabilisation, la stabilisation qu'on aperçoit sur l'économie chinoise, qu'il y a aussi. Donc oui, l'euro-dollar, c'est bon pour la zone euro. Par contre, c'est plutôt moins bon pour les entreprises américaines qui pour la plupart ont déjà indiqué qu'elles étaient affaiblies par cette appréciation du dollar. Et surtout, ça va compliquer le retour à une inflation beaucoup plus rapide aux États-Unis, si vous avez une appréciation très rapide du dollar. Donc je pense qu'à un moment donné, les Américains vont intervenir quand ils verront que le dollar
C'est trop apprécié. On a l'impression, Joseph Alfonsi, justement, qu'on arrive à 1,15. Là, c'est Janet Yellen qui tape du poing sur la table, qui dit attention, ça commence à nous embêter, les exportations, c'est pas bon, la croissance ralentit, ça m'empêche de faire ma politique monétaire. 1,05. Là, c'est Mario Draghi qui dit là, on est... l'inverse. Pardon, l'inverse. 1,05, c'est trop faible. Et 1,15, est-ce que c'est un peu le scénario? Du coup, est-ce qu'un 10, ça arrangera pas tout le monde? Ça, on ne peut pas prévoir à l'avance le cours d'équilibre, ou en tout cas la parité d'équilibre, mais il est évident, pour revenir à l'Europe notamment, que la baisse de l'euro est une excellente nouvelle pour les entreprises. Il faut se souvenir qu'à l'été 2014, on était à 1,36, donc on est aujourd'hui à 1,9 ou 1,8 hier, je crois. Donc c'est une aubaine, c'est une bouffée d'oxygène pour les entreprises européennes, et pour preuve, on parlait des résultats, les résultats du troisième trimestre, on voit que la progression des résultats est plutôt bonne, en dépit de ce qu'on peut dire globalement d'une manière générale, et l'impact du change est important, et en tout cas les entreprises le soulignent. Au niveau américain, c'est l'inverse. L'industrie manufacturière américaine aujourd'hui flirte avec la récession. J'ai bien l'industrie manufacturière. Alors il y a l'aspect pétrole, la correction sur le secteur pétrolier est un critère, et en tout cas quelque chose qui a beaucoup pesé, mais il y a aussi le dollar. Le dollar embête et impacte négativement l'industrie manufacturière américaine. C'est très clair, puisque quand vous prenez les indicateurs avancés comme un indicateur comme l'ISM manufacturier, qui est extrêmement probant en termes de corrélation, aujourd'hui on est descendu, on flirte avec ce qu'on appelle le seuil d'expansion, la barre des 50, on est à 50,1, ça veut dire que depuis plusieurs mois on a un ralentissement de l'industrie manufacturière, et évidemment l'appréciation du dollar n'aide pas et impacte négativement. Oui, cette appréciation du dollar, finalement, c'est l'équivalent d'un resserrement monétaire pour les entreprises. C'est un peu ce qui s'est passé, puisque voilà, c'est gens qui pleurent et gens qui rient. Nous, on était un peu désolés avec notre euro très très fort il y a encore un an. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont à la peine, mais qui ont été impactés quand même, peut-être plus qu'une hausse des taux, par cet effet dollar. Tout à fait, oui, non, mais c'est exactement la situation qu'on vit, mais c'est vrai que l'économie américaine est en expansion depuis maintenant 6 ans, avec une expansion ininterrompue, progression de l'économie, mais progression aussi, comme l'indiquait monsieur, des bénéfices des entreprises, qui explique facilement la surperformance des actions américaines au cours des dernières années. Voilà, mais aujourd'hui, avec l'appréciation du dollar, ça c'est vrai que pour nous, c'est un frein pour la poursuite de la hausse, du marché américain. On ne parle pas aujourd'hui de correction, mais on pense que la zone euro a beaucoup plus d'atouts aujourd'hui, en tout cas le marché boursier, que le marché américain, même en termes de valorisation comparée. Un des écueils, en fait, des freins à la remontée des taux pour Janet Yellen, c'était aussi ce qui se passait sur le marché international, notamment sur le marché chinois. On voit que ça va mieux, là aussi, la mutation du modèle économique, elle se fait en faveur du tertiaire par rapport aux manufacturiers, et la Chine a annoncé plutôt des bons chiffres, 6,9% de croissance. Il faut toujours être méfiant avec les chiffres chinois et les statistiques chinoises, mais est-ce que pour vous, Malika Adouk, c'est quelque chose maintenant qui ne fait plus peur? L'épouvantail chinois, c'est réglé, avec les mesures aussi de la POVC, la Banque centrale chinoise? Nous, chez CPR, on n'a jamais cru à ce hard landing chinois. Maintenant, il faut faire attention et continuer à regarder de près la Chine, parce que l'élément de risque majeur aujourd'hui, c'est la Chine. Il n'y en a pas, à mon avis, d'autres. Sur les économies développées, le risque de récession, pour l'instant, il est assez limité. C'est vraiment de la Chine et des émergents que pourrait venir le prochain problème. Lorsqu'on regarde les grands pays, justement, émergents, les 3 plus grands sont en difficulté. À part l'Inde, vous avez le Brésil, la Russie et la Chine, qui sont en difficulté. Le Brésil et la Russie beaucoup plus que la Chine. Donc s'il y a un risque, c'est de ce côté-là. Mais pour l'instant, les indicateurs chinois, pour nous, c'est un ralentissement qui est sous contrôle, avec une volonté de transformation de l'économie chinoise qui se poursuit, la volonté que la consommation prenne le dessus sur les exportations. Et ça a été réaffirmé avec le congrès du parti chinois au cours des derniers jours. Donc non, pour l'instant, pas d'inquiétude particulière, mais il faut surveiller de près quand même. Et vous voyez, la bourse de Shanghai ce matin, en 2 jours, a repris, je crois, 8%, et on a repris 20% par rapport au plus bas du 14 août.
Donc il y a une stabilisation à la fois des marchés chinois et à la fois des statistiques, ce qui est plutôt positif pour le reste de l'économie mondiale d'ailleurs. Alors un ralentissement chinois sous contrôle, des banques centrales à la manœuvre, peu de risques de récession. Bon, on a des gérants plutôt optimistes. On va voir justement quelle est l'allocation recommandée dans la deuxième partie et les scénarios également de marché de CPR AM. A tout de suite. Retour sur le plateau de Direct Gestion, deuxième partie du débat. Mes invités ce matin, Malik Hadouk, le directeur de la gestion diversifiée chez CPRAM, et Joseph Alfonsi, le directeur général de LGA Investissement Associés. On le disait avec les invités précédemment, ralentissement chinois sous contrôle, en tout cas les banques centrales, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Europe, sont à la manœuvre. Et du coup, quelles sont les recommandations ou du moins les scénarios que vous faites pour cette fin d'année? Alors, tradition évidemment chez CPR, vous rebattez les cartes tous les mois, c'est bien ça, Malik Hadouk, chez CPR. 3 scénarios sont aujourd'hui sur la table, on va les voir dans un instant, on va les détailler. Premier scénario, le scénario central, celui du maintien de la dynamique économique soutenue par les banques centrales. C'est le scénario qu'on vit actuellement. Classique, pas de changement. Scénario alternatif, c'est attention, danger. Panique des marchés face aux réactions des banques centrales. Et deuxième scénario, le ralentissement chinois qui s'aggrave, qui entraîne l'Asie et les émergents et efface les bénéfices. Affecte les bénéfices des sociétés des pays développés. Donc le scénario alternatif, le deuxième dont je vais en parler, c'est un ralentissement chinois pour l'instant qui ne s'aggrave pas. Il n'y a pas de hard landing, mais il faut surveiller de près. Et le scénario alternatif 1, c'est celui d'un scepticisme des investisseurs qui s'accroît face aux actions des banques centrales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des banques centrales qui sont intervenues par des assouplissements quantitatifs. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis 2 ans? On n'a fait que réviser à la baisse les prévisions de croissance et les prévisions d'inflation. On réalise tout à coup que le QE, ça ne marche pas. Que le QE dans l'environnement... les QE d'ailleurs. Les QE, il a marché aux États-Unis, il a redressé l'économie, mais en termes, la menace déflationniste persiste en fait. Elle peut être amenée par la Chine qui continue à ralentir, mais par le fait aussi que les salaires un peu partout ne progressent pas et que l'inflation ne remonte pas, compte tenu du fait aussi de la baisse des prix des matières premières. Donc c'est ce scepticisme face aux actions des banques centrales qui peut amener les investisseurs à se décourager parce que les résultats finalement ne sont pas très probants, en tout cas sur l'économie réelle. Intéressant ces scénarios, un scénario alternatif, panique des marchés face aux réactions des banques centrales. Et oui, si les investisseurs tout à coup se disaient finalement tous ces milliards injectés, est-ce que ça sert vraiment, en tout cas on a évité le pire, mais est-ce que c'est la bonne solution vraiment pour sortir de l'ornière et faire repartir l'inflation? Alors, est-ce que l'impact est aussi important que ce qu'il aurait dû être ou ce qu'on avait prévu? Peut-être pas. Il n'empêche, on ne peut pas dire que aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'action des banques centrales n'a pas été efficace, puisque si on regarde les États-Unis, et on parlait du cycle d'expansion, moi je suis toujours étonné quand j'entends dire est-ce que la reprise américaine va tenir? Mais la reprise, elle est installée, vigoureuse depuis des années et des années. Simplement, on a des rythmes de croissance qui sont la croissance potentielle américaine est aujourd'hui moins élevée qu'elle l'a été. Mais on va être encore cette année à 2,5%, ce qui pour les États-Unis n'est pas très important, mais au regard d'un Européen, on serait très... Ou d'un Japonais. Ou d'un Japonais par exemple. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand on regarde ce qui se passe sur le crédit, par exemple, il y a eu l'enquête trimestrielle de la Banque Centrale Européenne qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Régulièrement, les chiffres s'améliorent. Alors, ça peut paraître poussif, ça peut paraître médiocre par rapport aux moyens utilisés qui sont très très conséquents, mais on a une dynamique de redressement du crédit, que ce soit au niveau de la demande de crédit des entreprises, ça veut dire qu'il y a bien un frémissement, qu'au niveau des conditions d'octroi, où il y a un assouplissement très clair de la part des banques. Ça veut dire que les banques utilisent et bénéficient de cet assouplissement quantitatif voulu par la BCE. Ouais. Donc il y a quand même un impact, qu'on le veuille ou non. Et après, la transmission de la politique monétaire à l'économie réelle n'est peut-être pas aussi parfaite qu'on le souhaiterait. Et là, on revient à l'aspect change. C'est vrai que finalement, la meilleure transmission de la politique monétaire à l'économie réelle passe par le change. Et plus on aura une dépréciation de la devise européenne, et plus on le voit, ça impactera favorablement les entreprises européennes. Mais je pense quand même que l'action des banques centrales agit de manière diffuse sur l'économie et de manière régulière.
Autre scénario alternatif, Malika Douk, le ralentissement chinois. Alors là, ça inquiète, ça s'aggrave. Ce n'est pas votre scénario central, mais vous le gardez quand même. Il y était déjà le mois dernier, mais sa probabilité d'occurrence a été divisée par 2, donc il se réduit. Mais juste pour revenir sur les banques centrales, ce que disait M. Evray, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs peuvent se dire que les politiques monétaires, en tout cas la puissance des politiques monétaires, est de plus en plus limitée. Et c'est ce que redisent les banquiers centraux, c'est-à-dire on a fait notre part du travail, mais au gouvernement de faire les réformes nécessaires. On prend un exemple. Aujourd'hui, pourquoi les marchés émergents sont dans une situation difficile? Ils ont eu 7-8 années de croissance exceptionnelle, à la fois économique et boursière, mais ils n'ont pas mis en place les réformes structurelles nécessaires. Et aujourd'hui, quand ça se retourne, ils sont pris au piège. Et ils sont obligés de les faire, ils vont les faire dans la douleur. Dans la douleur, exactement. Donc c'est la limite aujourd'hui des politiques monétaires, parce que les banques centrales ont fait leur travail, mais on ne peut pas aller plus loin. Donc les gouvernements doivent, soit par des politiques fiscales, soit par des politiques budgétaires, mais essayer de prendre le relais des politiques monétaires qui sont arrivées à... Une question justement sur ces émergents. On voit que les flux ont commencé à s'inverser dès 2013 lors du faux pas de Bernanke qui avait dit voilà, on va arrêter, on va faire le tapering et ensuite on va remonter les taux. Du coup, sur les émergents, ça a été, les flux ont été très très négatifs. Est-ce que, à contrario, la première remontée des taux de la Fed pourrait être le signal d'un retour sur ces émergents de manière beaucoup plus prononcée? Nous, on le croit. Parce qu'il y a même des banquiers centraux de pays émergents qui ont dit à la Fed, bon allez, montez vos taux et qu'on en arrête là, parce que cette instabilité, ce manque de visibilité est en train de nous faire beaucoup de mal. Donc oui, si la Fed monte les taux, je pense que l'impact sera moins important qu'il ne l'a été par le passé, parce que ça a été quand même un peu intégré par les marchés. Maintenant, il faut aussi que les économies émergentes, je vous dise, se restructurent, parce que la croissance est en danger. L'écart entre les pays émergents et les pays développés ne fait que de décroître depuis 3 ans maintenant, l'écart de croissance. Les émergents, c'est une zone justement, en parlant un petit peu allocation plus généralement, sur lesquelles vous revenez. Enfin, c'est divers maintenant les émergents, c'est plus l'acronyme BRICS, puisque Brésil, Russie, Inde et Chine, c'est des situations complètement différentes. Donc dans ces émergents, sur lesquels vous allez revenir en priorité? Alors d'abord, vous avez bien raison de souligner que les émergents, c'est plus un bloc homogène comme par le passé lorsqu'on pratiquait les allocations, on avait la poche émergente comme on disait. Aujourd'hui, on voit que le Brésil et la Russie sont en récession de manière marquée, et donc il faut vraiment dissocier et distinguer entre les différents pays. Nous ne sommes pas spécialistes des zones émergentes. Je pense qu'il faut quand même un suivi très près, puis notamment au niveau des flux. C'est très important d'avoir les flux. Lorsqu'on est une petite structure, on a souvent les flux, on les connaît qu'après coup. Donc on est toujours un petit peu réticent par rapport à un degré d'expertise dont nous pensons qui n'est pas suffisant pour aller vraiment dans les détails de tous les pays émergents. Au-delà de ça, par rapport à votre question sur l'allocation, aujourd'hui on disait que nous on privilégiait bien entendu la zone euro pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et au niveau des classes d'actifs, puisque il n'y a pas que les actions, on a aussi tous les marchés de taux qui sont très compliqués en ce moment à gérer, puisqu'on voit bien que sur la période récente, on a eu, suite aux déclarations des banques centrales, les taux européens, et notamment les taux courts, qui sont allés une nouvelle fois voir un peu plus bas, alors que sur le même temps, on a les taux américains, notamment le 2 ans, qui se sont redressés dans la perspective d'une action de la Fed au mois de décembre. Donc tout ça est effectivement pas très simple à gérer. Nous, je prends simplement ce qui se passe dans notre fonds asset picking, puisqu'on a eu une rotation il y a quelques temps au mois de septembre, et les gérants ont coupé un peu la poire en deux, puisqu'ils se sont positionnés sur des obligations convertibles. C'est une manière de dire, effectivement, on continue à jouer les marchés d'actions, mais avec des craintes effectivement par rapport à des déceptions possibles, par rapport à des chiffres qui seraient décevants sur la croissance. On peut avoir des retours violents sur les marchés d'actions, et l'obligation convertible, par sa caractéristique, par sa convexité et son côté asymétrique, peut nous permettre de naviguer un peu mieux dans des marchés comme ça. Donc pour répondre à vos questions de l'allocation, on est sur asset picking 13 actions européennes et également convertibles européennes, pour à la fois bénéficier de la dynamique attendue sur les marchés d'actions, tout en pouvant se préserver un petit peu mieux en cas de choc et de déception et de repli des marchés. C'est vrai que sur la poche taux, c'est compliqué, Malika Douk en ce moment, enfin du côté
de l'obligataire européen, en tout cas, il n'y a peut-être plus tellement à aller chercher. Les taux sont déjà au tapis. Qu'est-ce que vous anticipez? Est-ce que du coup, vous allez voir d'autres classes d'actifs, par exemple le haut rendement dont on parle beaucoup en ce moment? Oui, alors sur les taux, il faut faire la distinction aussi, là aussi, entre la zone euro et la zone Amérique. Donc sur les États-Unis, c'est vrai que dans l'anticipation d'une hausse des taux de la Fed, il y aura un ajustement qui a déjà commencé sur les parties courtes, mais pour autant, est-ce que le 10 ans et les 30 ans vont monter fortement? Je ne le pense pas. Donc il y a peut-être de la valeur, sachant que ce qui va être important maintenant, c'est pas le fait qu'elle monte en décembre ou pas, c'est le pas avec lequel elle va le faire dans les prochains mois. Donc ça, c'est le plus important pour nous. Donc la réaction immédiate, ça sera un ajustement des parties courtes, je pense. Sur les parties longues, on ne devrait pas trop bouger. Sur la zone euro, il y a toujours la BCE, donc même si c'est vrai qu'on a retrouvé les niveaux bas, on est plutôt plus positionné sur les maturités longues, au-delà de 10 ans que sur les maturités courtes. Sur les autres classes d'actifs, même si on considère que la classe d'actifs action est la plus attractive aujourd'hui comparée aux autres classes d'actifs, il y a peut-être aussi, oui, la classe high yield peut-être américain, qui peut être intéressant, et même européen. Et c'est vrai, je suis d'accord avec le fait de mixer ça avec... on a remis des convertibles aussi dans les fonds. Des obligations convertibles en actions, produits hybrides qui mêlent effectivement la sécurité de l'obligation avec la possibilité, si les marchés vont bien, de convertir en actions. Sur les secteurs, on voit également qu'il y a une grande rotation sectorielle. Difficile à suivre d'ailleurs, parce que ce qui a été porté au nu est détruit le lendemain et remonte en flèche. Je pense aux cycliques, en ce moment c'est les télécoms, même peut-être retour sur les banques qui ont annoncé très récemment des bons résultats. Est-ce que vous avez des top secteurs? Oui, les banques, ça a été un des secteurs qu'on appréciait, mais qu'on s'est fait bien prendre là-dessus sur justement les interventions des banques centrales. Pour les banques européennes, ça va être difficile si la BCE baisse à nouveau le taux de dépôt, parce que très clairement ça va pénaliser les banques, comme ça va pénaliser les assureurs, donc c'est très difficile aujourd'hui à revenir sur le secteur bancaire. Nous, on avait dit il y a un mois et demi qu'on considérait que sur les matières premières et le pétrole, il y avait quelque chose à faire, et qu'on voyait une stabilisation des cours des prix des matières premières et du pétrole. On pense que le pétrole là va stabiliser autour de 50-60 $. Parce que maintenant, c'est vrai qu'il y avait un excès de l'offre par rapport à la demande. Aujourd'hui, ça semble plutôt aller vers l'équilibre. Donc on serait plutôt un call pétrole ou pétrolière plutôt que bancaire en ce moment? Oui, plutôt pétrolière que bancaire en ce moment. Joseph, sur les secteurs, grande volatilité. Et les valeurs de consommation, excusez-moi. Donc consommation domestique. Bon, ça tout le monde est assez unanime. Est-ce qu'il y a des secteurs justement, si vous regardez en particulier pour cette fin d'année? La première chose qu'il faut dire, c'est qu'on souriait à l'évocation des secteurs, c'est que c'est du sport. C'est vraiment du sport, surtout ces derniers jours, là, ces dernières semaines, il y a des rotations extrêmement violentes, brutales. Et c'est compliqué pour les gérants de se positionner au bon moment. On a une problématique de market timing. Après, si on exclut un petit peu ces variations de marché épidermiques, on a des secteurs qui sont toujours là. On a le luxe qui a bien progressé, on a l'automobile. Alors il y a eu le scandale Volkswagen qui effectivement a jeté un froid, mais malgré tout, on voit aux États-Unis notamment, ce sont des secteurs qui sont en plein boom, le secteur de la consommation bien entendu, puisque la demande domestique dans tous les pays, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis, je reviens par exemple sur la robustesse de la demande domestique, ce qui va faire peut-être qu'on va franchir le cap du ralentissement chinois, parce qu'on a une demande domestique, notamment en Allemagne, c'est quelque chose de nouveau, les ventes de détail ont explosé en Allemagne, donc tout ce qui est effectivement consommation intérieure, forcément ne peut pas être écarté des portefeuilles. Consommation domestique, pétrole, attention aux banques, voilà ce que recommandent, ou en tout cas pensent nos gérants. Aujourd'hui, ça dépend des zones géographiques, je dis en Europe. En Europe, et zone euro quand même privilégiée par rapport aux autres zones. Merci Malika Douk, le directeur de gestion diversifiée de CPRM. Merci Joseph Alfonsi, de directeur général de LGA Investissement Associés. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve dès demain à 9h01 pour un débat spécial mobilité collaborative. À demain, bonne journée.